donne maintenant la parole à Monsieur Daniel Kovalik. Bonjour, bonsoir. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je m'appelle Daniel Kovalik, je suis professeur de droit international à l'université de Pittsburgh, faculté de droit. Cela fait 10 ans que j'enseigne. Je suis diplômée de l'université de Columbia, New York, diplôme que j'ai obtenu en 1993. Je me concentre sur les questions des droits humains, notamment en Amérique latine et en Colombie, qui connaît malheureusement un gros problème puisqu'un grand nombre des armes en Colombie tombent entre les mauvaises mains, groupes armés, militaires et paramilitaires, et c'est un sujet que je suis déjà de très près depuis des années. Et j'aimerais m'entretenir avec vous des conclusions de mes études, mais aussi donc des répercussions l'acheminement et du transfert d'armes vers l'Ukraine, avec les conséquences que nous connaissons. Tout d'abord, j'aimerais vous renvoyer à une étude réalisée en Allemagne. L'interprète précise que la qualité du son est très, très médiocre. Les interprètes vont faire de leur mieux. Une étude donc qui a été réalisée en 2021, donc avant le début de l'invasion de l'Ukraine en 2022. Et dans cette étude, eh bien, il était question donc du début du conflit en Ukraine en 2014. Il était question de l'utilisation d'armes légères et de petits calibres, de munitions, roquettes, mines terrestres, qui étaient donc utilisées dans la quasi-totalité des régions ukrainiennes, y compris très loin des zones de conflit. Et le gouvernement semblait avoir pris des mesures pour juguler le trafic de ces armes, mais d'après ce que nous savons, il s'agissait là d'une tâche colossale à l'aune de l'ampleur du phénomène. Les trafiquants, en effet, avaient recours à de multiples subterfuges pour faire passer les armes. N'oublions pas qu'à l'époque, il n'y avait pas de transfert de grande ampleur de ces armes à l'extérieur de l'Ukraine. Et là, donc, cette étude a été réalisée en 2021. Il y est question donc de roquettes, de missiles et d'autres munitions. Il est également question donc de l'importance de prévenir ce type de trafic pour protéger les civils. Étant entendu que les systèmes de coordination doivent être mis sur pied entre les autorités ukrainiennes et la communauté internationale pour les années à venir. Et je rappelle que cette étude a été exécutée en 2021. Donc c'est un petit peu comme un avertissement, puisque quelques mois plus tard se produit ce que nous savons, l'invasion par la Russie de l'Ukraine en février 2022. Vous pouvez trouver beaucoup d'informations donc à ce sujet grâce à un grand nombre de sources. Les informations dont je vais vous faire part remontent au mois d'avril, soit 2 mois après le début de l'invasion. Article de CNN. Qu'est-il advenu des armes envoyées à l'Ukraine? Les États-Unis ne le savent pas vraiment. C'est le titre de l'article. Dans cet article, on nous explique que les États-Unis essaient donc de déterminer où se trouvent les missiles anti-aériens, entre autres, d'après certaines sources. Il est très facile de transporter certains de ces systèmes ou certaines des munitions ou encore de ces armes plus légères et de plus petits calibres. Et c'est un risque que les intéressés sont prêts à prendre. D'après d'autres sources, eh bien, c'est probablement la première fois donc qu'un allié fournit une telle quantité d'armes à un autre pays à hauteur de plusieurs millions de dollars. D'après les estimations, au mois de juillet, ce chiffre a atteint 100 millions de dollars. Or, le gouvernement américain précise qu'à long terme, ces armes risquent de tomber dans de mauvaises mains, donc d'autres milices, alors que ce n'était pas l'intention première des États-Unis.
Donc, on se trouve là dans un véritable vide et il faut agir immédiatement. En envoyant des armes à hauteur de centaines de millions de dollars, le gouvernement Biden savait très bien à quoi il s'exposait. D'après cet article, toujours, les États-Unis ne savent absolument pas où vont ces armes. Cela dépend du bon vouloir de l'Ukraine. L'Ukraine qui donnera des informations uniquement si elle le souhaite. Toujours selon CNN, le gouvernement estime donc que malgré un avertissement lancé en avril, ces armes risquent de tomber entre de mauvaises mains, à savoir l'Afghanistan que les États-Unis ont quitté à la hâte, laissant de l'équipement pour une valeur de millions, voire de milliards de dollars. Avant de poursuivre, j'aimerais préciser que j'ai passé une semaine à Donetsk et je n'ai pas été le témoin personnel de trafic ou de transfert illicite d'armes, mais je sais que des obus ont été tirés par l'Ukraine contre des écoles, contre un stade, contre des lieux dans lequel allaient beaucoup de gens, donc s'approvisionner en eau, puisque vous savez que d'autres infrastructures ont été détruites par les forces ukrainiennes par le passé. Et en fait, ces salves d'obus sont allées en augmentant depuis que je me suis rendue à Donetsk. Donc, il y a certes le transfert illicite d'armes entre les mauvaises mains, mais même lorsque ces armes atterrissent entre les bonnes mains, eh bien, elles ne sont pas utilisées à bon escient parce qu'elles servent à attaquer des civils. Et c'est d'ailleurs la tendance que l'on avait constatée en 2014. C'est ce dont je vous parlais il y a quelques instants. Et puis, en juin 2022, je cite un article cette fois-ci du Guardian de Londres. C'est le chef d'Interpol qui intervient. Le chef d'Interpol précise donc qu'une fois le conflit terminé, eh bien, ces armes, quelles qu'elles soient, inonderont le marché international. Et il exhorte toutes les parties prenantes à instaurer une coopération et un contrôle. Une fois le conflit terminé, eh bien, les armes illégales referont surface. Il est assez clair sur ce point. Il précise que beaucoup d'armes seront disponibles, y compris de l'artillerie lourde, et que aucun pays ou aucune région ne pourra aborder ce fléau en silo, parce que les groupes criminels qui feront main basse sur ces armes seront beaucoup trop puissants et beaucoup trop dangereux. Donc on peut s'attendre à une véritable déferlante d'armes en Europe et ailleurs, à un véritable trafic entre pays voisins de l'Ukraine, mais aussi vers d'autres continents. Août 2022, cette fois-ci, CBS News. Il s'agit là d'un documentaire qui a fait l'objet d'un article par la suite. Là encore, pourquoi est-ce que l'aide humanitaire en Ukraine n'arrive pas toujours sur la ligne de front? C'est le titre de l'article. Et là encore, dans cet article, Jonas Oman, créateur d'une organisation humanitaire lituanienne, évoque la situation militaire déjà depuis 2014. D'après lui, en avril, entre 30 et 40% des armes passant la frontière atteignent leur destinataire. Donc, on peut facilement imaginer que d'autres armes
représentant une valeur de millions, voire de milliards de dollars, se perdent dans la nature. D'après cet article, les armes qui devraient atteindre la ligne de front tombent entre les mains de groupes paramilitaires ou arrivent sur le marché noir ukrainien, entachés par la corruption depuis l'effondrement en 1991 de l'Union soviétique. Donc là encore, nous ne devrions pas être surpris, c'est ce qui nous est dit dans cet article, mais au contraire, en fait, nous aurions dû nous attendre à tout ce qui se passe. Et d'après cet article toujours, eh bien, nous sommes non seulement très mal préparés, nous ne sommes pas préparés du tout. Août 2022, Washington Post, les États-Unis donc essaient de retrouver la trace d'armes américaines dans le cadre du conflit en Ukraine. D'après ce qu'il est dit dans cet article, seuls 10% des armes constituant un risque élevé ont été envoyées en Ukraine. En fait, il ne s'agit pas du mois d'août, il s'agit du mois de novembre. Des années durant, des avertissements ont été lancés pour que ces armes soient détectées et retrouvées. Et l'on nous dit en novembre dernier que seuls 10% de ces armes ont été identifiées et retrouvées. D'après le gouvernement Biden, un certain nombre de réglementations de contrôle est mise en œuvre, mais on voit clairement que cela ne suffit pas. Il existe également, toujours selon cet article du Washington Post, des programmes de recherche selon lesquels des plans à long terme devraient être mis sur pied pour garantir donc la sûreté et la sécurité de ces systèmes d'armes, puisque l'on sait de sources sûres que depuis la guerre froide, des armes légères et de petit calibre ont fait l'objet d'un immense trafic et d'une immense contrebande. Alors, et l'on sait aussi que le principal exportateur, eh bien, ce sont les États-Unis. On sait aussi que dans beaucoup de cas, ces armes légères et de petit calibre ont été utilisées contre des civils, notamment au Yémen. Les Saoudiens ont utilisé des armes à sous-munitions, notamment, à l'encontre des civils, populations et infrastructures au Yémen. Des armes sophistiquées sont également tombées entre les mains de l'État islamique, notamment, ou des talibans. On sait que des hélicoptères Black Hawk, donc Faucon Noir, ont également été utilisés par ces groupes qui avaient fait main basse sur eux. Et puis, les États-Unis, dans un article, citent le président nigérian en novembre 2022 concernant cette fois-ci la situation dans le bassin du lac Tchad. D'après ce monsieur, la guerre en Ukraine permet aux armes et aux combattants de tirer, permet aux combattants donc de tirer profit de ce conflit, puisque là encore, on a vu que des armes étaient arrivées jusque dans la région et étaient tombées dans les mains de groupes terroristes. Une déferlante d'armes illicites ont investi, enfin sont arrivées donc dans la région du Sahel. Et bon, il y a d'autres informations à ce sujet si vous le souhaitez. Beaucoup d'armes ont traversé les pays, sont passées de la Libye à la Syrie et inversement. Mais ce que l'on sait de sources sûres, c'est que les armes qui étaient censées donc arriver sur la ligne de front en Ukraine sont tombées entre les mains de groupes extrémistes. From thehill.com. This is December 7th. This is... Donc le 7 décembre, il y a 2 jours. En 2022, des armes américaines
qui n'ont pas pu aller jusqu'en Ukraine. C'est un défi, encore une fois, soulignant les difficultés, si ce n'est l'impossibilité, de mettre la main sur toutes ces armes. Ce qui revient au premier rapport, ça veut dire qu'il faut une supervision internationale de cette situation. Et je suis américain personnellement, donc je peux le dire sans honte. Les États-Unis ne vont pas le faire, non. En fait, il y a 2 jours, lorsque ce rapport a été rédigé, un comité du Parlement se demandait ce qu'il allait faire de cette situation, notamment pour ce qui est des transferts d'armes vers l'Ukraine et de l'argent envoyé à l'Ukraine. Et cette résolution n'a pas été adoptée. Après examen, le Congrès a décidé de ne pas auditer les millions, les milliards de dollars ou d'armes qui sont envoyés à l'Ukraine. En tant que contribuable américain, je peux vous dire que ça ne me plaît pas, mais je pense que le Conseil de sécurité, chargé de maintenir la paix et la sécurité internationale, ne devrait pas non plus se satisfaire de la situation. Qui supervise la supervision ici? C'est au Conseil de sécurité de se charger de cette question. La présidente interrompt M. Kovalik. Je vous demanderai de vous interrompre un instant. Je pense que nous n'avons pas énormément de temps, dit la présidente. Je vais vous demander de conclure le plus rapidement possible, s'il vous plaît. Merci. Oui, je vais conclure immédiatement, merci. Je réaffirme ce qu'a dit notre collègue qui a ouvert la séance. Il faut mettre fin à la guerre, il faut une fin négociée à cette guerre, je pense que c'est possible. On le savait déjà en mars, en avril, il y avait déjà un accord sur la table, les 2 parties auraient pu s'en satisfaire. Et apparemment, Boris Johnson a conseillé à Zelensky de ne pas le signer, mais un accord existe. Il y a une façon de se sortir de ce conflit. Ce conflit doit cesser. Doit cesser grâce à un règlement négocié. Encore une fois, j'appelle le Conseil de sécurité à se mettre à pied d'œuvre pour arriver à cet objectif. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Kovalik, de ces informations et je donne la parole aux membres du Conseil qui veulent s'exprimer. Je donne la parole à la Fédération de Russie. Madame la Présidente, merci aux intervenants d'aujourd'hui, de leurs interventions. Merci à M. Kovalik d'avoir abordé un des sujets pour lesquels nous avons demandé à convoquer la réunion d'aujourd'hui. C'est le résultat d'une contrabande des armes en Ukraine qui a des répercussions sur plusieurs régions du monde et sur la paix et la sécurité internationale. Un autre objectif de la réunion d'aujourd'hui, la réunion était convoquée pour que les membres du Conseil réfléchissent aux conséquences de la fournir en armes par l'Occident sur les perspectives du conflit en Ukraine. Comme vous vous en souvenez très bien, directement après le début de notre opération militaire spéciale, un des objectifs était la démilitarisation de l'Ukraine. De toute évidence, le potentiel militaire de l'armée ukrainienne était proche de l'épuisement. Et, à un moment donc, le régime de Kiev en Ukraine ne serait plus une menace pour notre pays. Ce moment était tout proche. Cela étant dit, ce scénario n'a pas convenu à nos anciens partenaires occidentaux. Et pour cela, ils ont organisé en Ukraine un coup d'État non légitime en 2014. Ils ont promu un nationalisme, une russophobie insensée dans le pays. Ils ont réarmé l'armée ukrainienne, faisant comme si les accords de Minsk étaient respectés par Kiev. Dans le même temps, ils faisaient de leur mieux pour atteindre leurs objectifs géopolitiques, c'est-à-dire affaiblir la Fédération de Russie. Les accords de Minsk n'étaient qu'un leurre pour réarmer l'armée ukrainienne. D'ailleurs, la chancelière allemande Angela Merkel l'a confirmé il y a peu. Alors, à un moment donné, il s'est avéré en Occident qu'on ne pouvait pas laisser tomber l'Ukraine, que l'Ukraine ne pouvait pas perdre. Tout d'abord, après la défaite de l'Ukraine, ce pays ne deviendrait plus un pays indépendant, alors que nous n'avons jamais prévu cela dans nos plans. Ensuite, le militarisme et les ambitions impériales du Kremlin ne se limiteraient pas, soi-disant, à l'Ukraine. Et Kiev devenait un rempart pour non seulement l'Ukraine, mais le reste du monde. Cette thèse hallucinante ne vaut même pas la peine qu'on la commente. Cela étant dit,
Ces allégations tout à fait fallacieuses sont devenues la base d'une folle campagne d'armement de l'Ukraine et d'une fourniture directe et indirecte de soutien militaire. C'est à ce moment-là que la guerre par procuration des États-Unis et de ses alliés de l'OTAN a débuté contre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. Chers collègues, le soutien militaire à l'Ukraine est inouï dans l'histoire de l'humanité. Jugez vous-même le volume total de l'aide militaire de Washington à Kiev, selon des données du Centre américain de politique internationale depuis février jusqu'en octobre de cette année, s'est élevé à 40 milliards de dollars. Si on ajoute à cela des milliards de dollars supplémentaires promis ou déjà fournis par l'Union européenne et par la Grande-Bretagne, alors on se rend compte que, en une année, l'Ukraine a reçu davantage que la grande majorité des budgets militaires de la grande majorité des États de l'OTAN. En plus de ça, les approvisionnements en armes des États-Unis et de l'OTAN, et bien en plus de ça, le régime de Kiev reçoit des renseignements satellitaires et des informations, en plus d'une formation et d'instruction. Si on ajoute en plus de cela des milliers, voire des dizaines de milliers de mercenaires étrangers, de collaborateurs autres, dont la présence était certifiée grâce au corps et des interceptions d'ondes radio, alors une question se pose. Est-ce que ce sont vraiment des Ukrainiens qui se battent contre l'armée russe dans ce pays? On ne peut dire qu'une seule chose avec précision. Sans l'aide militaire de l'Occident, l'Ukraine aurait déjà perdu il y a bien longtemps. Et les dirigeants du régime criminel de Kiev l'ont déjà reconnu il y a bien longtemps. Revenons sur les conséquences, en plus de l'agonie forcée par Kiev sur les Ukrainiens. Et revenons sur les conséquences de ces agissements non perspicaces de nos opposants occidentaux. L'armement et les armes ont été nombreuses. En principe, il ne restait plus beaucoup d'armes, et les Occidentaux ont continué à fournir au régime de Zelensky davantage d'armes occidentales de type contemporain, parmi lesquelles des systèmes de missiles et d'artillerie à double usage. Et il faudrait s'arrêter sur le sujet, puisque elles permettent à l'armée ukrainienne de mener des frappes dans des régions du Donbass où l'artillerie ukrainienne n'avait pas les moyens de s'immiscer. Il ne faut pas aller trop loin pour revoir une situation. Hier, dans un document du Conseil de sécurité de l'Assemblée générale, nous avons fourni des informations de l'organisation légitime défense de Donetsk avec des descriptions de tirs dans des zones densément peuplées. Ce document dit que dans les dernières semaines à Donetsk, il y a eu des combats avec des armes occidentales. Les États occidentaux ont fourni des aides aux Ukrainiens. Des frappes se font tous les jours dans des zones habitées, là où il ne devrait pas y avoir de cible militaire. Un crime de ce type a eu lieu ce matin d'ailleurs. Lorsqu'il y a beaucoup de gens, lorsque les gens se déplacent, des tirs ont été entendus. Le 4 décembre, par exemple, avec des M982 Excalibur, le centre sportif de Druzhba a été ciblé alors que des civils s'y trouvaient. Et en février, l'Ukraine a subi ce genre d'assaut. Et nos collègues occidentaux n'en ont rien dit, notamment il y a 8 ans, lorsque les populations pacifiques du Donbass ont été ciblées et criblées de tirs. Nous déplorons le fait que les représentants du secrétariat des Nations Unies n'ont pas trouvé le courage de condamner les tirs sur Donetsk, même si nous avons alerté quant aux tirs incessants que subissaient ces territoires ukrainiens. Parmi les morts dans le Donbass, depuis le 27 novembre, il y a eu 22 civils. La majorité de ceux-ci sont des habitants de Donetsk. 83 civils qui ont été blessés aussi. En plus de cela, des maisons, 234, ont subi des dommages. 106 bâtiments, 31 écoles et 92 infrastructures diverses. Nous attirons votre attention sur un point. Ce ne sont pas les conséquences de des tirs ici. Non, ce ne sont pas des effets secondaires. Non, ce sont des frappes délibérées ciblant des infrastructures civiles et des habitations civiles. Les formations militaires de l'Ukraine attaquent avec l'artillerie de l'OTAN et notamment utilisent des substances dangereuses. Le 7 décembre, une frappe a ciblé un centre chimique Styrol à Gorlokol. Des entrepôts ont été incendiés.
soit de l'acide a été ciblé. L'acide n'est pas un danger en soi, mais en combinaison avec de l'oxygène, on crée de l'acide sulfurique. Et si les conditions météorologiques s'y prêtent, cela peut créer alors des pluies acides. Parmi les armes, il convient aussi de noter les systèmes missiles HIMARS américains. On les connaît bien, ces systèmes. Ça a été confirmé à plusieurs reprises par Kiev et Washington. Les spécialistes américains participent à l'installation de ces HIMARS. Le déploiement d'HIMARS afin d'atteindre des cibles est rendu possible grâce à des satellites militaires américains et des collaborateurs américains sur le terrain utilisent des coordonnées pour mener des campagnes de contre-renseignement par missile et utilisent d'autres armes pour atteindre leurs objectifs. Les représentants de Kiev ont reconnu eux-mêmes que aucun tir HIMARS n'avait eu lieu sans l'aval des États-Unis. Ces armes sont extrêmement précises. Elles atteignent toujours leur cible. Et donc, ça veut dire que dans le Donbass, des cibles civiles ont été ciblées avec l'aval de Washington. C'est une question que je me pose. Et je vais vous donner la liste de ces cibles qui ont reçu l'aval de Washington, un jardin d'enfants, un musée, un hôpital, le centre de volontaires de Sepokrinsk, une piscine, une école à Sagarov, un centre de santé à Alchiovsk, la maison de la culture indigène d'Oumansk, et la liste est longue. Parmi les victimes, il y a les personnes qui travaillaient dans ces institutions, des personnes, des enseignants, des médecins, des volontaires, entre autres des dizaines de civils qui ont été les victimes de missiles américains. Et lundi, d'ailleurs, des missiles HIMARS ont ciblé des habitations d'étudiants dans l'Institut technologique d'État du Donbass, dans la ville d'Alchevsk. Ces informations circonstanciées se retrouvent dans la lettre que nous avons envoyée. Il y a des frappes documentées nombreuses sur des infrastructures civiles. Est-ce que c'est un hasard? De toute évidence, c'est la participation délibérée des États-Unis et de l'OTAN qui soutient les agissements criminels du régime de Kiev. Et parmi les victimes, il y a des populations civiles. Des infrastructures civiles ont été ciblées. Et donc, les personnes qui ont déployé ces armes sont responsables de ces crimes. Ces faits, cette participation claire des États-Unis et de l'OTAN dans les agissements en Ukraine ne se limite pas à ces crimes. On entend des informations selon lesquelles l'aérodrome stratégique russe d'Iavelo et Yanelis ont été attaqués avec l'utilisation de données satellitaires américaines. Des drones soviétiques modernisés Tu-141 Strige ont été déployés grâce au système de GPS américain. Le secrétaire d'État américain Blinken a commenté la situation et a déclaré que les États-Unis, soi-disant, n'avaient pas rendu possible une attaque par l'Ukraine sur le territoire russe. Cela étant dit, le chef de la corporation américaine Raytheon Technologies Corporation, le 8 décembre, l'a dit directement. Nous travaillons avec le gouvernement donc en temps réel pour fournir des informations sur l'évolution de la situation en Ukraine, notamment pour savoir lorsqu'il y a des envois de missiles. Nous pensons que tous ces agissements criminels des États-Unis et de leurs alliés sont graves et mèneront à des conséquences juridiques, nous l'espérons. Nous suivons de près ce qu'il se passe et le déploiement d'équipements. Ces derniers temps, Washington et ses alliés essayent de travailler avec des parties tierces puisqu'ils ont de moins en moins de réserves, achetant des armes et des équipements militaires qui sont ensuite fournis à l'Ukraine. Les faits de ces accords ont été reconnus il y a peu par le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, M. Koubiel. Nous ne savons pas si ces agissements sont véritablement légitimes. De toute évidence, les pays occidentaux, agissant de la sorte, violent les obligations qui sont les leurs au titre du traité sur le commerce des armes, qui prévoit l'interdiction d'exportation dans des régions où ces armes pourraient mener une violation du droit humanitaire international et permettraient une détérioration supplémentaire de la situation conflictuelle. Mais, de toute évidence, cela ne les empêche pas de dormir et ils continuent sur leur voie. Le 30 novembre, le secrétaire d'État américain Blinken a parlé de la reprise de production de systèmes militaires d'élaboration soviétique dans des États d'Europe de l'Est afin de fournir ces armes au régime de Kiev. L'organisation de la production de modèles russes ou soviétiques, de modèles militaires dans cette entreprise est réglementée par des accords internationaux bien connus qui prévoient d'interdire une production sans l'aval de notre pays. C'est-à-dire qu'il est question ici d'une violation par les États-Unis des normes fondatrices du commerce des armes.
encore une fois, on parle du droit, mais on viole toutes ces règles. Monsieur le Président, Madame la Présidente, un autre thème important, le détournement d'armes fournies en Ukraine pour se retrouver partout dans le monde. Lors de la réunion de septembre sur ce sujet, nous avons mis en garde quant au risque de voir des armes tomber entre les mains de groupes criminels ou terroristes. Et ce n'est pas une invention de notre part, non, c'est une mise en garde, une préoccupation des services policiers d'États occidentaux qui se confondent à cette situation. La police finlandaise, par exemple, a reçu des informations opérationnelles quant à l'apparition d'armes qui avaient été fournies à Kiev, qui sont tombées entre les mains de criminels dans certains pays, notamment en Suède, au Danemark et en Hollande, aux Pays-Bas. Les armes qui, selon la Finlande, devraient protéger l'Europe et l'OTAN, se trouvent entre les mains de criminels qui menacent les Finlandais. Et ça fait longtemps qu'on vous prévient. Dans le dernier rapport de l'ONUDC et de l'UNIDIR, on mentionne la découverte dès 2020 de programmes de fourniture illégale d'armes en Ukraine, depuis l'Ukraine, avec la participation de représentants de l'Union ou de ressortissants de l'Union européenne dans des zones de conflit en Afrique et au Moyen-Orient. Il s'agit d'un large éventail d'armes, notamment des armes lourdes, des tanks, qu'il est impossible à trouver si ce n'est dans des stocks militaires. Washington et les capitales européennes étaient au courant, c'est certain, mais ils ont tout de même décidé de fournir des armes à l'Ukraine. La situation est sortie de leur contrôle. Les armes qui étaient censées être approvisionnées à Kiev apparaissent sur le marché noir non seulement en Europe, mais aussi au Moyen-Orient et en Afrique. Et je vais citer le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, qui a dit que le conflit ukrainien était une source principale d'armes pour Boko Haram dans la région du lac Tchad. Pourquoi ces cas criants de commerce illicite d'armes rendus possibles par des fonctionnaires ukrainiens et en plus de ça rendus possibles par des capitales américaines et européennes ne font pas l'objet d'enquêtes? Est-ce que ce n'est pas une violation? Est-ce que ce n'est pas un danger pour la paix et la sécurité internationale? N'est-ce pas là un sujet qui doit être au centre de l'attention de la communauté internationale? Il en va de même pour les milliards de ce qu'on appelle d'aide à Kiev, d'aide militaire ou humanitaire, qui tombent dans les poches des personnes mal intentionnées. Nous savons que dans les parlements européens et au Congrès américain, on parle du sujet, mais on dirait que l'élite dirigeante bâillonne l'opposition et met tout euro, tout dollar envoyé à Kiev sur les poches du contribuable. Au Sénat, il y a eu l'examen d'un projet d'audit de l'assistance Ukraine et le président du Parti démocrate, Connolly, a dit que il fallait soutenir la transparence et la conformité, mais pas dans ce cas de figure. Et cela prouve bien que les grands pontes américains, c'est deux poids, deux mesures. Il n'y a pas de meilleur exemple. Madame la Présidente, aujourd'hui, nos anciens collègues occidentaux vont sans doute essayer de nous faire porter le chapeau en faisant des déclarations et des accusations non fondées sur soi-disant les armes iraniennes qui auraient été utilisées par la Russie en Ukraine. L'armée russe s'acquitte très bien de ses tâches et n'a pas besoin de l'aide de qui que ce soit. Alors que l'industrie militaire ukrainienne n'existe presque pas et que des États occidentaux l'aident. Et dans le même temps, les marchands d'armes se remplissent les poches et ne comptent pas participer plutôt aux cessations des hostilités. En guise de conclusion, je voudrais encore une fois vous appeler à réfléchir à tête reposée pour ne pas continuer à fournir de façon exponentielle des armes à Kiev. Les risques pour la paix et la sécurité internationale, dont le Conseil de sécurité doit s'acquitter, sont immenses. Ces menaces ne diminuent pas, non, elles se multiplient, puisque les États occidentaux ne se rendent pas compte qu'ils mettent de l'huile sur le feu. Je vous remercie. Thank Russia for their statement. Je remercie la Russie de son intervention et je donne la parole à la Norvège. Merci, Madame la Présidente. Nous remercions les intervenants de leur déclaration. 5 choses, très rapidement, si vous me le permettez. Tout d'abord, nous condamnons la guerre de la Russie en Ukraine le plus fermement possible et ensuite nous réaffirmons notre soutien inébranlable à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans le cadre de ses frontières reconnues au niveau international. L'Ukraine a le droit à la légitime défense telle que consacrée par l'article 51 de la Charte des Nations Unies et a le droit souverain de demander et de recevoir un soutien de la part d'autres États dans l'exercice de ce droit. La Norvège continuera à soutenir l'Ukraine.
Troisièmement, la guerre de la Russie ciblant l'Ukraine est une violation grave du droit international, notamment de la Charte des Nations Unies. C'est une violation du principe clé qui a servi de base à notre organisation, l'égalité souveraine des États, des membres et l'impossibilité d'une acquisition de territoire par la force. La Russie doit respecter le droit international et mettre fin à sa guerre d'agression immédiatement. Quatrièmement, nous sommes alarmés par l'augmentation récente des attaques russes ciblant des civils et des infrastructures civiles. Les vagues nombreuses de missiles et de frappes de drones en Ukraine prouvent très bien que la Russie méprise pleinement ces peuples qu'elle force à souffrir. En plus de ces morts, ces attaques cyniques ont provoqué l'interruption de l'activité d'infrastructures énergétiques Ukraine, ce qui fait que la population a froid en plein milieu de l'hiver. Les enfants, les personnes handicapées, les personnes âgées sont dans des situations particulièrement vulnérables et ces personnes doivent être protégées. Cinquièmement, au sujet du transfert d'armes létales d'Iran vers la Russie, nous rappelons que tous les États se doivent de respecter les restrictions de la résolution 2231. Le recours aux drones iraniens ajoute une ligne supplémentaire à la liste des violations par la Russie du droit international, de la Charte des Nations Unies et des décisions du Conseil de sécurité, dont la Russie fait partie en tant que membre permanent. Et enfin, Madame la Présidente, la Russie est le pays qui force ces flux d'armes vers l'Ukraine. Pourquoi cela? Parce qu'elle a provoqué une guerre illégale contre l'Ukraine. Cela fait presque un an que la Russie a débuté son invasion agressive. Il n'est pas trop tard, la Russie peut rectifier le tir pour respecter la Charte des Nations Unies, pour désengager toutes ses troupes et pour se mettre à pied d'œuvre afin de faire émerger une solution pacifique grâce au dialogue et aux efforts diplomatiques. Je vous remercie. Je remercie la représentante de la Norvège et donne la parole au Royaume-Uni. Merci Madame la Présidente. Je remercie la haute représentante aux affaires de désarmement de son intervention. Madame la Présidente, je serai brève parce que nous avons parlé de la guerre d'agression russe en Ukraine il y a 3 jours à peine. Lors de cette réunion, nous avons entendu le secrétaire général adjoint Martin Griffiths faire état des conséquences ignobles de la guerre russe et il nous a fait part de ses préoccupations profondes quant aux attaques systématiques dont la Russie se rend coupable, ciblant les infrastructures civiles et les centres civils ukrainiens alors que l'hiver commence. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme a fait état d'atrocités potentielles ciblant des civils par la Russie. Ce qui est ironique, étant donné le sujet de la réunion, c'est que la Russie perpétue cette guerre en utilisant notamment des armes importées d'Iran, violant par là même la résolution 2231. Et, c'est presque une certitude, la Russie cherche à importer des armes d'autres États sous le coup de sanctions du Conseil de sécurité, comme la Corée du Nord, puisque le stock russe s'amenuise. Nous notons que malgré les appels forts qu'on a entendus au Conseil de sécurité mardi en faveur d'un cessez-le-feu, des appels en faveur de la paix, du dialogue et de la diplomatie, le président russe a renchéri mercredi, confirmant que l'invasion continuerait et que cette invasion durerait longtemps. Il a aussi réaffirmé la nature néo-impérialiste de cette campagne militaire, réaffirmant que, contrairement à Pierre le Grand, il avait fait de la mer d'Azov une mer interne à la Russie. Madame la Présidente, à la lumière des efforts inlassables de la Russie visant à saisir, à envahir un territoire ukrainien violant la Charte des Nations Unies et des efforts de déshumanisation, de meurtre et d'assujettissement de son peuple, l'Ukraine n'a pas le choix. L'Ukraine doit utiliser son droit à la légitime défense. Si l'Ukraine ne choisissait pas cette option, alors elle n'existerait tout simplement plus. Dans un cas de figure similaire, je pense que nous ferions tous la même chose. Et
grâce à sa volonté farouche de survivre, l'Ukraine l'emporte. Le Royaume-Uni est fier de son soutien au peuple ukrainien face à cette agression. Un soutien défensif, humanitaire, une assistance afin de reconstruire des infrastructures critiques détruites par les salves d'attaques russes. Madame la Présidente, la Russie peut mettre fin à ses souffrances immédiatement en cessant d'attaquer l'Ukraine, notamment en cessant de cibler les infrastructures nationales civiles et des civils innocents, et en désengageant toutes ses troupes présentes illégalement sur le territoire ukrainien. Nous saluons et soutenons l'initiative de l'Ukraine afin de parvenir à une paix à la fois juste et durable. Encore une fois, nous enjoignons la communauté internationale à appeler la Russie à, elle aussi, s'engager dans le cadre d'un dialogue significatif, à s'engager sur la voie des négociations fondées sur la défense des droits de l'Ukraine au titre du droit international et de la Charte des Nations Unies. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je remercie la représentante du Royaume-Uni de son intervention et donne la parole au Ghana. Merci Madame la Présidente et merci à Madame Izumi Nakameso pour son intervention. Ma délégation prend note des informations fournies par le représentant de la société civile, Monsieur Daniel Kovalik. Permettez-moi d'entamer mon propos en réaffirmant l'engagement sans ambages du Ghana en vue de l'intégrité territoriale de la souveraineté de l'Ukraine, mais aussi de la possibilité pour elle d'exercer le droit à la légitime défense au titre du droit international et aux dispositions de la Charte. La stabilité d'un système international dépend des bonnes relations entre les États, mais aussi de l'application du principe de l'interdiction du recours à la force utilisée par un État à l'encontre d'un autre. Comme nous l'avons vu suite à l'invasion russe de l'Ukraine, le droit international ainsi que les valeurs, le but et l'objet de la Charte des Nations Unies ont été foulés aux pieds, mettant à mal la paix et la sécurité internationale. Depuis les 9 derniers mois, l'Ukraine a déployé son arsenal militaire pour se défendre contre l'invasion russe en mettant tout en œuvre pour préserver ses intérêts nationaux. Et l'on ne peut pas interdire de tels agissements. Ni les dispositions du droit international, ni la charte n'interdisent à un État de fournir des armes à un autre État afin que celui-ci se défende contre l'agression d'un tiers. Les destructions et les pertes humaines sont les résultats de l'invasion russe. Les populations et les infrastructures civiles ont payé un lourd tribut. Les statistiques sont presque pires que celles de la Seconde Guerre mondiale. Par ailleurs, une catastrophe nucléaire plane sur nous tous alors que la centrale nucléaire de Zaporijjia est constamment attaquée. Il faut absolument donc remédier à ce problème. Les conditions économiques et sociales d'un grand nombre de communautés situées très loin de l'Ukraine ressentent les conséquences. Cela est exacerbé par la pandémie de Covid-19. Il est donc essentiel de mettre un terme à cette catastrophe. La préoccupation de la communauté internationale devrait être la cessation immédiate des hostilités. Pour ce faire, la Russie et ses forces doivent se retirer sans condition des frontières ukrainiennes reconnues internationalement. Nous exhortons la Fédération de Russie à mettre un terme à son agression contre l'Ukraine et à respecter son intégrité territoriale et sa souveraineté, conformément aux normes et aux principes du droit international. La voie diplomatique pour mettre un terme à ce conflit doit pousser la communauté internationale à tout mettre en œuvre pour aborder les préoccupations sécuritaires des parties. Et dans sa sagesse, la Charte des Nations Unies
proposer des moyens pacifiques de régler les différends. Nous pensons que cela pourrait s'appliquer à l'Ukraine, à condition que l'ensemble des forces vives s'engagent pleinement dans ce processus. Le dialogue est la seule voie. On ne peut pas résoudre ce conflit par une solution militaire. Enfin, nous exhortons les parties à respecter les dispositions du DIH et à faire la distinction entre les principes de proportionnalité selon lesquels il ne faut pas détruire les infrastructures civiles ou viser les populations civiles. Je vous remercie. Merci. La Chine a la parole. Merci, Madame la Présidente. Je remercie la secrétaire générale adjointe Mme Nakamisu et M. Kovalik pour leurs exposés respectifs. La crise ukrainienne se déroule sous nos yeux depuis près de 10 mois et beaucoup d'armes et de munitions ont été importées dans le pays. Les vies humaines sont extrêmement précaires face à ces munitions et on a perdu la vie dans les deux camps, mais ce sont les populations civiles qui payent le lourd tribut de ce conflit. Madame Nakamitsu nous avait exposé en septembre dernier qu'un nombre considérable d'armes avaient été donc importées en Ukraine et qu'elles risquaient d'être utilisées à de mauvaises fins. Madame Nakamitsu nous l'a redit aujourd'hui. En juin, Interpol a également signalé que les armes destinées à l'Ukraine pourraient finir sur le marché noir et tomber dans les mains de groupes criminels. Ces avertissements, malheureusement, sont devenus une réalité. D'après certains rapports, certains groupes armés et d'autres organisations de terrorisme au Moyen-Orient et en Afrique ont obtenu, par des voies illicites, des armes et des munitions émanant de l'Ukraine. La communauté internationale doit se saisir de cette question et adopter des mesures de prévention. Sur le long terme, la très grande proportion d'armes illégales en Ukraine risque d'entraver les efforts de reconstruction. L'Afghanistan, l'Irak, la Somalie sont parmi les pays qui ont malheureusement une triste expérience en la matière et qui s'en souviennent. Madame la Présidente, pour ce qui est de la question ukrainienne, la Chine a toujours appelé de ses vœux la cessation des hostilités ainsi que la reprise d'un dialogue et de pourparlers de paix. Depuis le début du conflit, nous avons toujours insisté sur une solution politique et sur la voie diplomatique. Il faut éviter d'exacerber les tensions, de prolonger le conflit et il faut éviter que le peuple soit le premier touché. Nous savons que le dialogue et la négociation parviennent à éviter de faire davantage de victimes et à restaurer la paix en Ukraine et dans le reste de l'Europe. Une fois encore, nous exhortons le concert des nations à redoubler d'efforts pour rappeler de ses vœux des pourparlers de paix et à créer un environnement propice au retour des négociations, mais aussi à un retour d'une solution politique permettant de résoudre cette crise. Différents dirigeants se sont réunis récemment pour discuter de l'Ukraine. Le président Xi Jinping a souligné à cette occasion que dans une guerre, il n'y avait pas de gagnant et que des sujets aussi complexes n'étaient pas faciles à résoudre. Dans ce contexte, la communauté internationale doit travailler sur 4 fronts. Elle doit, de concert, soutenir les efforts permettant de trouver une solution pacifique à ce conflit, faire preuve de retenue et établir des contacts directs aussi rapidement que possible pour que des négociations soient relancées sans délai. Deuxièmement, réaffirmer que les armes nucléaires ne devraient être jamais utilisées, qu'il ne faut donc pas en proférer la menace. Troisièmement, les efforts conjoints doivent être déployés pour rétablir la chaîne d'approvisionnement. Cela doit aller dans le sens du relèvement économique. Il ne faut pas miner davantage la stabilité énergétique et économique de pays en développement notamment. Quatrièmement, une trêve hivernale doit être proposée pour les civils pour améliorer la situation humanitaire sur le terrain et pour essayer d'éviter que la crise ne prenne des proportions encore plus importantes. La Chine s'efforcera d'être objective et impartiale et de discuter avec tous ses homologues pour trouver une solution pacifique à la crise ukrainienne. Je vous remercie.
Je remercie le représentant de la Chine et non pas de la France, s'excuse la présidente, et je donne la parole à la France. Madame la Présidente, une fois de plus, la Russie essaie de nous faire croire que cette guerre est le fait de l'Ukraine, encouragée par les États-Unis et par l'Europe. Le 24 février dernier, c'est pourtant elle qui a envahi l'Ukraine au mépris du droit international et de la Charte des Nations Unies. C'est elle qui a déclenché cette guerre en agressant unilatéralement son voisin. C'est elle qui prend chaque jour depuis 9 mois la décision de la poursuivre et de l'aggraver. N'inversons pas les responsabilités, ne confondons pas l'agresseur et l'agressé. C'est la Russie seule qui est responsable de la dégradation de la situation humanitaire. Nous avons entendu M. Griffith mardi nous exposer les répercussions désastreuses de ce conflit. La France continue d'apporter au peuple ukrainien tout le soutien dont il a besoin pour exercer son droit à la légitime défense et préserver sa liberté, sa souveraineté et son indépendance. Elle le fait en soutenant militairement l'Ukraine, à titre national et au niveau européen, notamment au travers de la Facilité européenne de paix. C'est un choix assumé. L'Ukraine se bat aussi pour les principes de la Charte des Nations Unies. Intégrité territoriale, inviolabilité des frontières, indépendance et souveraineté des États, refus de la conquête des territoires par la force, condamnation des guerres d'agression. Seul le respect de ces principes peut garantir la paix. L'adoption par l'Assemblée générale de la résolution Intégrité territoriale le 12 octobre dernier est une preuve de plus de l'isolement de la Russie. Le président Zelensky l'a également rappelé en plaçant ces principes au cœur de son plan de paix en 10 points, auquel la Russie a offert comme seule réponse la poursuite de ses bombardements indiscriminés contre les infrastructures civiles ukrainiennes et contre la population. Nous saluons ce plan et nous nous tenons prêts à aider l'Ukraine à bâtir une paix juste et durable. La Russie n'hésite pas à violer le droit international en agressant un autre État, mais aussi en se procurant des armes de manière illégale. Alors que ses stocks s'amenuisent et qu'elle se trouve en grande difficulté sur le terrain, elle cherche à s'approvisionner par tous les moyens, y compris en violation des résolutions du Conseil de sécurité. Il est solidement documenté qu'elle a recouru à des drones de combat livrés par l'Iran. Elle continue de les utiliser dans sa stratégie de ciblage systématique de la population et des infrastructures civiles ukrainiennes. Nous appelons le secrétariat des Nations Unies, comme il en a le mandat, à enquêter sur ces transferts qui constituent une violation de la résolution 2231, ainsi qu'à en rendre compte au Conseil de sécurité. La France continuera d'apporter un soutien militaire à l'Ukraine tant que se poursuivra l'agression de la Russie, de même que se poursuivra l'aide humanitaire, économique, politique que nous lui apportons. Si la Russie souhaite que cessent les transferts qu'elle dénonce aujourd'hui, la solution est simple. Elle a été donnée le 16 mars dernier par la Cour internationale de justice. La Russie doit cesser immédiatement toutes ses opérations militaires en Ukraine. Elle doit se retirer du territoire ukrainien et respecter ses frontières internationalement reconnues. Je vous remercie. I thank France for their statement. Je remercie la France pour cette déclaration. À présent, je donne la parole aux Émirats arabes unis. Madam President, Madame la Présidente, je remercie la secrétaire générale alpha, Madame Nakaminsu, pour son exposé. Nous avons écouté très attentivement les remarques du représentant de la société civile. Lorsque la question du transfert des armes a été évoquée la dernière fois dans le contexte de l'Ukraine il y a 3 mois de cela, nous avions exprimé notre préoccupation de par le fait que ce risque serait exacerbé si, de part et d'autre,
des fins étaient militaires et que le conflit s'enlisait. Fort malheureusement, la perspective d'une solution négociée n'est pas devenue une réalité. Et pourtant, on sait que ce n'est que par les pourparlers que l'on pourra parvenir à la paix. Les Émirats sont clairs et nets. Cette guerre ne peut pas durer. Il faudra trouver une solution par le biais des négociations. Dans l'intervalle, nous devons nous efforcer de juguler les risques qui découlent de cette guerre. Et il est donc essentiel de protéger les armes lorsqu'elles sont stockées ou transférées afin qu'elles ne tombent pas entre les mauvaises mains et notamment entre les mains de groupes terroristes. Dans ce contexte, nous saluons les efforts destinés à juguler les risques associés au transfert des risques ou encore au transfert de systèmes de haute technologie, mais aussi aux programmes régionaux destinés à éradiquer donc les trafics d'armes dans certaines régions liées au conflit avec l'Ukraine. Dans ce contexte, nous devons être vigilants et transparents. Nous soutenons les appels lancés par le haut-commissaire aux affaires du désarmement qui, en effet, souhaitait que des mesures de contrôle plus strictes soient imposées sur le transfert de ces armes. La guerre est synonyme de souffrance, mais aussi de conséquences auxquelles on ne s'attend pas. Nous avons le devoir de maintenir la paix et la sécurité, et il en va de notre obligation envers les Ukrainiens, mais aussi les peuples du monde. C'est la raison pour laquelle les Émirats continuent de soutenir et de faciliter les mesures destinées à désamorcer cette crise. Nous sommes évidemment favorables à toute solution pacifique à ce conflit. Je vous remercie. Merci beaucoup aux Émirats arabes unis pour cette déclaration. Je donne maintenant la parole à l'Albanie. Thank you, Madam President. I thank High Representative Nakamitsu for... Merci, Madame la Présidente. Je remercie Madame Nakamitsu pour son exposé. Depuis le début de ce conflit, nous avons toujours mis en avant le fait que cette guerre était une guerre de choix, une guerre d'agression contre un pays tiers, une violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations Unies. Tout ce qui peut être dit concernant les faits nouveaux opérés en Ukraine découle de cette réalité. Nous le savons depuis le premier jour, et depuis le premier jour, l'Ukraine n'a fait que se défendre. Elle a essayé de repousser l'agresseur et a crié à l'aide. Il en va d'une obligation morale que d'aider l'Ukraine à se défendre, mais c'est aussi un impératif sécuritaire de base, étant donné que la guerre d'agression met à mal la paix et la stabilité en Europe, mais au-delà. Nous avons donc décidé d'aider l'Ukraine et les Ukrainiens. Nous aidons un pays dont l'existence même est menacée. Nous l'aidons à résister et à échapper à un conflit qu'il n'a pas choisi. Le droit international est clair. Un pays attaqué a le droit de se défendre. En vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, l'Ukraine est attaquée depuis déjà 10 mois et ne fait que se défendre. Sa souveraineté, son intégrité territoriale, ainsi que son indépendance politique ont été mises à mal. Aussi, il est tout à fait naturel que l'Ukraine essaie de se défendre, mais il en va également d'un impératif. Il s'agit d'une tentative pour l'Ukraine de continuer d'exister. Et tout État qui l'aide ouvertement aide une nation dans le besoin, une nation qui souffre, une nation qui a peur, une nation qui est menacée. Mais ces pays appliquent également le droit international et les dispositions de la Charte. Aujourd'hui, puisque nous devons parler d'armes létales, eh bien, ce qui est très troublant, c'est le transfert de drones tueurs par l'Iran vers la Russie, en directe violation de la résolution 2231 dans sa partie 4, annexe B.
En effet, ces drones sont utilisés par les Russes pour attaquer des civils ainsi que des infrastructures dans l'ensemble du pays. Nous devons essayer de comprendre pourquoi. Nous espérons que dans la mise en œuvre de la résolution 2231, le secrétaire général rédigera un rapport exhaustif à ce sujet sous peu. Madame la Présidente, nous l'avons dit par le passé, nous le redisons aujourd'hui. Plutôt que de perdre notre temps et de gaspiller les ressources de ce Conseil, eh bien, nous devrions nous concentrer sur des questions qui en valent la peine. Alors même que nous sommes ici dans cette salle, la Russie continue de faire des victimes, détruit des infrastructures civiles, notamment des systèmes d'approvisionnement en énergie, laissant des millions de personnes sans électricité, sans chauffage, sans eau, punissant les uns et les autres sans distinction aucune, ce qui est une violation du droit international humanitaire. Tous ceux qui enfreignent le droit doivent en payer les conséquences. Ceux qui commettent des crimes doivent rendre compte de leurs actes. Aussi, Madame la Présidente, permettez-moi de conclure en précisant que ce n'est pas parce que l'on fait de beaux discours que l'on peut se cacher derrière son petit doigt et derrière les crimes qui sont commis en Ukraine. Nous devons témoigner de notre solidarité envers l'Ukraine, envers le fait qu'elle résiste. C'est un droit. C'est un droit. Il en va de la politique qui est la sienne, à savoir une politique visant à décider de son avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est au Kenya. Merci, Madame la Présidente. Je remercie la secrétaire générale adjointe, Madame Nakamitsu, et Monsieur Kovalik pour leurs exposés. Nous prenons note avec préoccupation les dégâts que fait la guerre en Ukraine et les vies humaines qui ont été perdues. Mais nous savons aussi que cette guerre met à mal l'intégrité territoriale et la souveraineté du pays. Nous l'avons souvent fait il y a de cela 2 jours à peine, et nous le refaisons aujourd'hui. Il faut absolument, et c'est un appel que nous lançons, il faut absolument que tout soit mis en œuvre pour mettre un terme à cette guerre. Nous devons mettre taper du poing sur la table. Nous devons faire en sorte que la paix et la sécurité internationale soient une priorité. L'Ukraine doit défendre ses frontières reconnues internationalement et il faut qu'elle dispose des moyens pour le faire. À une époque, elle disposait d'une armée. C'est ce que l'on attend d'un pays en temps de guerre. Mais l'impact de la prolifération des armes sera immense et incommensurable, non seulement pour les parties au conflit, mais aussi au-delà. Aujourd'hui, nous faisons face à une crise mondiale qui se prolonge et qui est le résultat de la guerre en Ukraine. Sur fond d'insécurité alimentaire, laquelle menace tout particulièrement les pays en développement, et dans un contexte multilatéral plus que complexe, aussi, nous devons, sans attendre, aborder la question de la prolifération sans précédent des armes. Mais aucune de ces difficultés ne saurait être résolue si la guerre continue de faire rage. C'est pourquoi cette guerre doit cesser. Le Kenya, dans ce contexte, appelle de ses vœux des efforts concrets pour que des dispositions puissent être prises afin de désamorcer la crise et afin que les voies du dialogue soient remises sur pied, en espérant pouvoir aller vers la stabilité. Nous appelons encore une fois de nouveau la cessation des hostilités et une solution politique à ce conflit, respectant la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de l'Ukraine. Je vous remercie. Je remercie la représentante de l'Ukraine pour sa déclaration. Je donne maintenant la parole aux États-Unis. Merci de ces informations circonstanciées. Nous savons tous que les actes sont plus forts que les paroles, mais avant de parler des actes de la Russie, nous avons parlé des paroles de la Russie. La Russie continue de nous laisser pantois et, encore une fois, on nous traîne au Conseil pour parler des élucubrations russes.
Malgré sa guerre d'agression contre la guerre russe, contre l'Ukraine, la Russie a gaspillé des centaines d'heures au Conseil sur des bombes sales, soi-disant en Ukraine, alors que les inspecteurs de l'AIEA ont vérifié la situation. Et ils ont gaspillé notre temps sur des armes biologiques fictives qui, soi-disant, étaient censées être déplacées d'un pays à l'autre grâce à des oiseaux et des chauves-souris, encore une fois des allégations qui ont été réfutées par le Conseil de sécurité et par les parties à la Convention sur les armes chimiques et biologiques. La Russie essaie de détourner notre attention de son agression par ses mensonges. Par exemple, la Russie dit que ses forces ne commettent pas d'atrocités, alors qu'il y a toute une série de signalements crédibles venant de tout un éventail de sources, disant que les troupes russes ont mené des exécutions sommaires et des campagnes de viol et de meurtre en Ukraine. La Russie n'est pas venue pour nous présenter une solution crédible aujourd'hui, non. La Russie multiplie les accusations. Ce que l'on voit, c'est que la Russie est frustrée sur le champ de bataille et donc que la Russie essaie de détruire les infrastructures ukrainiennes de loin, causant des souffrances, comme on l'a entendu, et de défier la communauté internationale, ne cessant pas cette agression. Et malgré tout cela, la Russie a l'audace d'exiger au Conseil de sécurité et à la communauté internationale de ne rien faire, alors que Moscou essaie de détruire un autre État membre des Nations Unies. L'Ukraine subit l'invasion de la Russie. Et le problème, c'est l'invasion par la Russie. Et c'est l'attribut commun, le dénominateur commun à toutes les paroles, à tous les agissements russes. Trouver des raisons, quels que soient les mensonges, essayer de détourner notre attention des souffrances immenses et inutiles causées par la Russie et que la Russie continue d'opposer au peuple ukrainien. C'est la Russie qui, cyniquement, a convoqué la présente réunion, parlant soi-disant d'un complot de transfert d'armes vers l'Ukraine, alors que dans les faits, c'est bien la Russie qui est complice d'un transfert illégal d'Iran, de drones en Russie, en violant les résolutions connexes du Conseil de sécurité. La Russie continue d'utiliser les drones iraniens dans sa guerre contre l'Ukraine en ciblant des infrastructures civiles et des villes qui ont mené à des morts civiles. Je vais être limpide. Selon nous, il n'y a pas de preuve crédible selon laquelle les équipements américains ont été détournés. Nous n'avons pas entendu d'accusations crédibles cet après-midi au Conseil. Nous allons bien évidemment passer en revue les preuves, d'où que viennent ces preuves, qu'elles viennent d'un chef d'État ou qu'elles viennent d'institutions policières internationales, si ces preuves venaient à être produites. Et nous allons le faire. Pourquoi cela? Parce que les États-Unis prennent très au sérieux leur responsabilité de protéger et d'éviter tout détournement de nos technologies à usage double. Dans le même temps, les États-Unis souhaitent continuer à soutenir le peuple ukrainien alors qu'il défend son pays, sa liberté. Nous ne cachons pas ce soutien, comme d'autres l'ont dit, l'Ukraine a absolument le droit de se protéger, et nous avons le droit aussi de soutenir la défense de l'Ukraine comme nous le faisons depuis longtemps. Nous n'avons pas entendu de preuves crédibles selon lesquelles l'Ukraine aurait détourné des armes et des munitions, mais nous devons tous et toutes reconnaître qu'il existe un risque de prise et de détournement d'armes sur le champ de bataille dans tout conflit. Nous le savons, et les États-Unis continuent à prendre des mesures proactives pour juguler ce risque. Cela étant dit, ce que nous avons observé, ce sont des systèmes occidentaux pris par la Russie en Ukraine. La Russie est en fait le seul vecteur connu de détournement. La Russie a une raison de semer la désinformation sur la guerre et de détourner des armes américaines pour créer un univers parallèle contre notre assistance qui sème le discrédit sur l'Ukraine et qui cherche à affaiblir le soutien international en faveur de la légitime défense ukrainienne. Le gouvernement ukrainien s'est engagé à préserver et à faire toute la lumière sur les transferts d'équipements. Il faut se rappeler que cet équipement est vital pour la défense de l'Ukraine. Et donc l'Ukraine veut défendre ses armes. Nous nous félicitons du fait que le gouvernement ukrainien crée une commission pour faire le suivi de l'équipement
fourni cet été. Nous continuons à collaborer étroitement avec nos partenaires du gouvernement ukrainien pour nous assurer que toute l'assistance continue à être utilisée, préservée comme il se doit. Alors que l'Ukraine défend son intégrité territoriale et sa souveraineté face à l'agression dont se rend coupable la Russie. Aider l'Ukraine à reprendre le contrôle de son territoire souverain est un facteur important dans l'élimination de détournements possibles dont se rendraient coupables des groupes criminels, la Fédération de Russie, d'organisations terroristes ou des acteurs non étatiques. Conformément à notre engagement en faveur du comportement responsable face au détournement, en octobre, le gouvernement américain a publié le programme américain pour lutter contre le détournement illicite de certaines armes classiques avancées en Europe orientale. C'est une approche holistique qui prend en compte tous les gouvernements, qui implique nos partenaires. C'est une publication récente, certes, mais ce n'est pas un programme récent. Nous sommes à pied d'œuvre pour régler les risques de détournement depuis bien avant février, notamment en collaboration étroite avec nos alliés et nos partenaires clés.